Alors, là, il va y avoir un peu d'exclus. Je lui ai dit, waouh, là, ils ont fait un mariage de noir en fait. C'est sans précédent. C'est-à-dire que là, du coup, nous, on va forcément être le porte-étendard. J'ai peur en fait d'être mis dans une niche. Je sais pas si j'ai les épaules en fait pour ça. Je me sens un peu trahi. Grosse dispute parce que ça a duré plus d'un mois. Un mois? Un mois où on se parlait pas. Ouais. C'était juste une histoire de sentiments. Les sentiments n'étaient pas là de ton Ils côté. n'étaient pas là. Je vais pas me forcer. Je dis, si tu veux, je le fais. Ok. Je reste là, je me force. Mais voilà ce que tu auras de moi, quoi. Et tu vas en souffrir après. Moi, dans ma tête, je me suis dit, bon, il n'y a plus de caméra. C'est parti. Essaye, teste, on verra. Ah bah voilà. La JLC, Jennifer et Ken Family. Tu l'aimes? Elle m'appelle, elle me dit voilà, je suis enceinte, j'avorterai pas, je le garde, donc tu vas faire ton test pour ta maladie parce que moi j'ai besoin de savoir si mon enfant est malade. Ça fait 30 ans que je vis avec ce truc-là que je veux pas faire le test. Vous êtes encore marié avec Jennifer aujourd'hui? J'ai passé ma nuit aux toilettes à faire des allers-retours entre le lit et la salle de bain, quoi, à me vider de mon sang. Il ne m'a pas dit un mot, il ne m'a pas fait un câlin, il m'a rien de rien. Je réagis. Bonjour Kane. Bonjour Sam. Comment vas-tu? Bah écoute, ça va super et toi? Bah parfaitement. T'as activé le mode beau gosse? Ouais, bah c'est pour l'occasion, hein. J'ai fait un effort quand même. La petite chemise, le petit bouton ouvert, mais t'as raison, ça te va très bien. Kane, t'as participé à la 9e saison et dernière saison actuelle de Marié au premier regard sur M6. Tu t'es uni à Jennifer, à qui tu étais compatible, selon les expertes, à 80%. Et dans cette interview, on va revenir sur ton aventure, sur ton histoire de vie, sur ton mariage, sur les petites polémiques aussi qu'il y a eu autour. Est-ce que t'es prêt pour cette interview? Ouais, je suis prêt, hein, super prêt. Alors, j'ai vu des rumeurs comme quoi, si tu n'avais pas fait Marié au premier regard, tu aurais pu participer à l'île de la Tentation. On en parle maintenant? On peut en parler maintenant. Non, on m'a jamais posé, on m'a jamais contacté pour cette émission. Et pour ma part, j'ai jamais postulé pour cette émission non plus. Qui plus est, alors je respecte les gens qui peuvent le faire et tout ça. Je pense qu'il en faut pour y aller. Mais je ne sais pas si j'aurais assumé en fait l'image que j'aurais pu renvoyer de moi-même après coup. Que ce soit en tant que tentateur ou en tant que couple. Donc c'est une émission à laquelle tu n'aurais pas pu participer. Non, j'aurais pas pu. Et alors, Marié au premier regard, comment ça s'est fait? Alors, l'inscription. Tout. Ouais. Bah, faut savoir que je connais Yannick de base. Ah, Yannick, que j'avais reçu il y a plusieurs années. Ouais, c'est ça. Qui avait joué dans la série Influence. Ah, ça, je sais pas. Sur oui, ça avait floppé. Ok. Mais c'est pas grave. Ouais, j'ai pas tout suivi après, mais ouais, je le connais. Il avait fait la saison 5. Et je sais plus si c'était pendant la diffusion ou juste avant la diffusion, à son anniversaire en fait. Il nous disait voilà, ouais, que justement il recherchait des profils, il fallait s'inscrire. Et puis le soir à table, je m'étais inscrit. En vrai, c'était un choix un peu. Ouais, c'était sur un coup de tête. C'était pas très sérieux. Je pense qu'à ce moment-là, si on m'avait proposé, je l'aurais même pas fait. Parce que le mariage, pour moi, ça me faisait trop peur. Et j'ai jamais été rappelé, en fait. Du coup, c'était en 2021. Et j'ai reçu un message en 2024. Un message en 2024. Alors, quand je reçois ce message, je suis encore en couple, bien évidemment, où on me propose de participer à l'émission. Ils ont retrouvé mon numéro. Voilà. Sur le coup, j'ai pas répondu. Et j'ai répondu, je crois, 2 mois après. Donc fin avril. J'ai répondu 2 mois après parce que du coup ça s'était terminé avec mon histoire. Et puis le message c'était texto. Est-ce que ça tient toujours? Parce que là niveau amour, en fait ça va pas fort quoi. C'est-à-dire que tu étais dans une période un peu difficile à ce moment-là? Une rupture, forcément une rupture. Quand on sort d'une relation où on était amoureux, où on n'est pas, comment dire, on peut faire des choix des fois sur des coups de tête. Et je pense qu'il faut un petit grain de folie pour se lancer dans ça.
Bah surtout le mariage. Ouais. Toi, tu le voyais comment, le mariage? On parlera de cette fameuse ex en question dans quelques instants, parce que je pense que c'est à elle que tu fais référence. Je te réserve mes questions et quelques vidéos réactions. Restez avec nous. Kane réagira dans quelques instants. Mais le mariage, toi, tu le voyais comment? Est-ce que c'était vraiment une institution, quelque chose de sacré, ou au contraire, il n'y a pas de souci, je peux me marier dans une émission télé sans problème? Eh ben, quand je me suis inscrit en 2021, c'était ça. Dans ma tête, c'était vraiment sacré et je me disais non, il faut absolument que ce soit la bonne, je peux pas gâcher ça. Aujourd'hui, j'ai envie de blesser personne, hein, mais c'est vrai que pour moi, ça avait plus autant d'impact pour moi le mariage. Pour quelle raison? Je voyais ça beaucoup moins sacré. Je peux pas je sais pas trop, je peux pas trop l'expliquer, mais juste de dire que bah voilà, si je me marie et que je divorce, bah c'est pas grave. Alors qu'avant, c'était impossible. Pourquoi c'est pas grave de divorcer Parce selon que toi? peut-être que là, je commence à me faire plus vieux quand même qu'il y a 4 ans. T'as eu beaucoup d'histoires d'amour dans ta vie? Histoire d'amour, non, pas beaucoup. T'as été amoureux combien de fois? 1, 2, 3. 3 fois. 3 fois. Il y a beaucoup de personnes qui sont tombées amoureux 3 fois au cours de leur Je sais vie. pas, ça me semblait pas beaucoup finalement, je sais pas, peut-être c'est la normale. Hein. C'est quoi le style de femme sur lequel tu t'es arrêté? Est-ce que tu as un style de femme en particulier? Bah pas vraiment parce qu'en vrai, le style physique, dans les 3 que je vais citer, les 3 sont complètement différentes. Il y a une black, une blanche et une métisse. Donc les 3 sont complètement différents. Et après même dans ce qui revient souvent, voilà, moi c'est vrai que ce que j'aime bien, c'est, et je l'avais dit en plus quand je faisais mes choix, c'est le regard, un beau regard. Il faut qu'on sente qu'il se passe quelque chose. Il y a aussi les dents, un beau sourire, toutes les dents, bien évidemment. Et le plus important, ce sont ces deux-là. Après, c'est vrai qu'il y a les formes et tout. Bon, mais des fois, j'ai déjà kiffé des filles qui n'avaient pas forcément les formes que je recherche habituellement. Donc, Quand tu parles de choix, tu parles des critères que vous renseignez dans le document fourni par la production qui va servir justement à voir quels sont les taux de compatibilité. Et il vous demande qu'est-ce que vous adorez, qu'est-ce que vous recherchez, ou au contraire, qu'est-ce qui est complètement rédhibitoire. voilà, c'est ça. Et toi, qu'est-ce qui était complètement rédhibitoire? C'est vrai que j'ai mis l'accent sur tout ce qui est jalousie, possessivité, tout ça. Ah, donc t'as pas mis du physique en rédhibitoire? Ouais, je savais pas. Ouais, non, je savais pas quoi mettre. Je crois qu'à un moment j'ai parlé, j'ai dit ouais bah s'il lui manque des dents, on dit oui bah bien évidemment quoi. Mais j'avais pas de. Peut-être souvent une imperfection sur le visage, mais qui est trop marquée, trop marquante. Peut-être je peux faire une fixette là-dessus. Et là en fait c'est un peu comme le mythe de Pygmalion. On nous demande de faire notre femme parfaite. Donc forcément les trucs comme ça je vais éliminer quoi. Donc toi, ce qui était complètement rédhibitoire, c'était la possessivité, la jalousie, ça sent le vécu. Ouais. Ouais, bon, on en parlera plus tard, non? Ah oui, tu préfères garder ça pour le passage sur l'ex, peut-être? Ouais. Ou après, on n'est même pas obligé de mettre l'accent là-dessus, sur la possessivité. Je m'expliquerai sur ce qui a été dit, mais je ne suis pas obligé de mettre l'accent sur l'attitude ou ce que j'ai pu ressentir pendant la relation. En tout cas, toi, te concernant, en regardant Marié au premier regard, l'accent, il a été mis sur ton histoire de vie. Oui. Sur une maladie, sur la maladie de Huntington. Hein. C'est comme ça que commence ton portrait, dont ta sœur et ta mère, enfin, elles ont cette pathologie. Alors, juste pour tous ceux qui ne savent pas, la maladie de Huntington, c'est une pathologie héréditaire et incurable qui se traduit par une dégénérescence neurologique qui provoque d'importants troubles moteurs, cognitifs et psychiatriques. Ça évolue souvent par la perte d'autonomie et la mort. Toi, Kane, comment tu as vécu le fait que cette maladie soit aussi présente dans ton portrait, dans celui que tu représentais dans tous les épisodes de Marié au premier regard? À vrai dire, cette maladie, nous, on vit avec. Ça nous a... Moi, je ne vais pas parler pour les autres, mais pour moi, ça m'a un peu pourri la vie. Et ça me pourrit la vie, en fait, tout le temps. Donc moi, comment je vis avec? Je fais un peu l'autruche. Il faut savoir que ce fameux test, j'ai vécu 130 ans. J'ai vécu 30 ans sans vouloir le faire. C'est pour savoir si tu avais la maladie ou pas. Voilà. J'ai vécu comme s'il n'y avait rien, quoi. Comme si tout allait bien. Et j'en parle pas, en fait, dans mon entourage et tout ça. Mes potes proches, je peux en parler avec eux librement, mais
Un truc tout bête. Des fois, les gens, moi, quand quelqu'un me demande, ouais, ta mère, elle va comment, ça plombe l'ambiance. J'ai pas envie de répondre, en fait. J'ai pas envie de me remettre là-dedans. Je reçois en ce moment et c'est super gentil de leur part, des messages bienveillants de personnes sur les réseaux qui vont me demander, bah, et ta mère, comment ça va et tout. Je suis désolé, mais je peux pas répondre à ça. T'as pas envie de répondre à ça? Ouais, ça me remet dedans, en fait. Et voilà, j'en parle pas, je me plains pas dans ma vie de tout ça. Et c'est vrai que là, l'accent, il a été mis fortement sur ça. Ça t'a gêné? Ça m'a gêné. Franchement, j'ai subi. La première fois quand j'ai regardé, c'était le premier épisode. Alors au début, on regarde, on était content, mais dès que ça a commencé à parler de ça, franchement, je crois que je me suis levé, je faisais les 100 pas dans le salon. Tous mes potes, mes proches me disaient, ouais, mais qu'est-ce qui t'arrive, Ken? Ouais, mais en fait, j'aimais pas. J'aimais vraiment pas. Mais tu t'attendais pas à ce que ce soit autant mis en avant? Non, parce qu'en fait, faut savoir que ce truc-là, moi, j'en ai parlé une fois en interview, une seule fois. Et la deuxième fois, c'était avec Jennifer. Et c'est tout. C'est-à-dire, t'en as parlé une seule fois dans quelle interview? En interview pour l'émission. Oui. Donc, du coup, c'est la voix qu'ils vont utiliser pour faire la présentation. D'accord. Mais est-ce que tu t'étais confié peut-être à un ou une journaliste en amont de l'émission? Est-ce que tu en avais parlé en off? Ah si, j'en avais, oui, forcément, avec Estelle, oui, j'en avais parlé. Avec les experts? Oui, ça, j'en ai parlé. Mais je veux dire, face caméra, j'en ai parlé qu'une fois. Est-ce que tu leur avais demandé de façon générale, hein, je ne vise pas une personne en particulier, mais est-ce que tu leur avais demandé de ne pas trop mettre l'accent dessus? Je ne vais pas dire de bêtises, je m'en souviens pas. Peut-être que j'ai omis de le dire. Il y a des choses que j'avais demandées, hein, mais je ne vais pas dire de bêtises. Franchement, je m'en souviens pas. Alors pourquoi tu l'as si mal vécu à la diffusion en le découvrant? Parce qu'en fait, c'est pas moi que je voyais. Je me reconnaissais pas, en fait. On aurait cru que j'ai vécu toute ma vie en position fétale dans une boîte et que là, en fait, je sors pour le mariage, quoi. Comme si toute ma vie était plate et triste et fade, alors que non, malgré tout, les gens qui me connaissent, ils voient que j'ai la joie de vivre et tout ça, quoi. En regardant les épisodes, est-ce que tu as eu un sentiment de trahison? Du coup, ce premier épisode, ça là? Ouais. Oui, forcément, oui, oui. Oui, mais si ça me plaît pas, je me sens un peu trahi. T'en as parlé avec ta famille? Ils l'ont vu aussi? Ah bah oui, ils l'ont vu, ouais, j'en ai parlé. Comment eux, ils l'ont vécu? Bah, ça a pu semer quelques discords, je dirais. Après, j'ai pas trop envie de m'étaler là-dessus, hein. Mais chacun est différent, en fait. Il y en a pour qui ça posera pas de problème d'exposer tout ça. D'autres, ça les gêne un peu plus. Ce que je comprends, en fait. Bien sûr, forcément. on a tous des sensibilités différentes. Mmh. Est-ce que toi, Cain, tu as eu l'impression que les images voulaient te positionner comme une sorte de victime? C'est ce qu'on a pu lire sur les réseaux sociaux. Je peux pas spéculer sur la volonté des images, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je me vois, en fait, en victime. Tu t'es vu comme victime? Ouais, je me voyais comme une victime, quoi. Je me dis, mais c'est quoi ça? Et c'est pas moi. Et c'est gênant de se voir comme victime? Ah oui, c'est gênant. Pourquoi? C'est parce que c'est pas raccord avec ma personnalité, en fait. C'est pas ce que je suis. Et ça, je m'y attendais pas. Franchement, je vais pas mentir. Je m'attendais à ce qu'on fasse mets-toi torse nu, tout dans les bras, rien dans la tête. Ça, je m'y attendais. Mais pas ça. Pas victime, quoi. Alors, il y a la diffusion, mais il y a aussi ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu as observé? Comment tu as vécu les différents avis, les jugements en lien avec ce storytelling fait autour de cette maladie, en lien avec une supposée victimisation? Une feuille en moins. Bah, en vrai, au tout début, je voyais que du positif. C'était plaisant, mais ça faisait bizarre. Franchement, je me sentais un peu traumatisé, comme si j'avais fait un accident de voiture. Après le premier. C'est bizarre, hein? Quand ton téléphone il se met à sonner, bing, 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 tout le monde parle de toi. Peu importe que ce soit en bien ou en mal, mais quand tu vois que tout le monde parle de toi, t'es pas préparé à ça. Sur Twitter, tout ça. Il y a quelque chose qui m'a touché aussi, c'est que je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent la même chose que nous. Je parle de ma famille, en France en tout cas, qui vivent la même chose que nous. Et franchement, ça me faisait plaisir, chaud au cœur, parce que je voyais qu'ils étaient contents que quelqu'un prenne la parole, fasse tout ça. Ils se sentaient moins seuls. Oui. Et je leur répondais du coup en message, et je disais, voilà, bah, maintenant tu sais que je suis avec toi, t'es pas toute seule, t'es pas tout seul, on est ensemble, quoi. Et ça, franchement, ça m'a fait du bien, ça me fait chaud au cœur. Oui, j'imagine. Et pareil, je m'y attendais pas. J'ai pas fait ça pour ça. Quand je vois en fait ce résultat-là, ça c'est du positif. Avec du recul, si tu pouvais revenir en arrière, est-ce que tu couperais tout ce passage sur la maladie du montage? Pas facile la question. Ouais, franchement, la question elle est bonne, hein. Elle est bonne parce que au départ, forcément, je couperais. Mais après coup,
Parce que là, ce que je dis, c'est les retombées positives par rapport aux gens en fait, qui se sentent moins seuls. Je me dis, c'est un mal pour un bien aussi. Donc, je suis pas sûr que je couperais à ça, finalement. Et intéressant également comme réponse. On le disait en introduction, tu t'es uni à Jennifer, avec qui tu étais compatible à 80% dans Marié au premier regard, selon les expertes. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu la découvres, quand tu la vois pour la première fois? Alors, quand je la vois pour la première fois, c'est le rideau qui s'ouvre. Premier truc que je vois, moi, c'est son sourire. On en a parlé en plus du sourire. Je me sens tout hébété, tout ça. Et en fait, j'arrêtais pas de penser à elle avant. Parce que je me disais, voilà, si toi, tu es stressé, imagine elle. Parce que la mariée, il y a tout un truc avec la robe et tout ça. Je me dis, forcément, le mariage, il est plus stressant pour la femme que pour l'homme. Donc, j'arrêtais pas de penser à elle. Et quand je la vois, en fait, j'essaie tout de suite de lire sur son visage comment ça va. Et il y a un truc aussi, c'est que moi, j'avais fait un rêve avant tout ça. J'avais fait un rêve et j'avais rêvé que c'était une black. Parce que pour la couleur, j'ai pas demandé, en fait. On m'a demandé l'ethnie. J'ai dit, peu importe. Peu importe, parce que j'ai pas de goût particulier à ce niveau-là. Ah, il te demande l'ethnie. Ouais, franchement, c'est super large. À tout le monde, il demande ça? Je pense que les questions, c'est assez générique. Après, peut-être, quand il trouve des compatibilités probables, il resserre. Mais je sais pas. En vrai, il faudrait que je demande aux autres. Mais, donc toi, tu as mis RAS, rien à signaler. Ouais, voilà, rien à signaler. Mais ça, c'était en verbal, ça, cette question-là. Et ouais. Je fais mon rêve. Et en fait, dans mon rêve, je vois pas la mariée, mais je vois sa famille. Et puis je vois du coup des Africains et tout, je vois des Congolais, je me rappelle. Dans ma tête, c'était des Congolais, je parlais même en lingala avec eux. Et je me réveille et je me dis, waouh, pourquoi j'ai fait ce rêve-là? Et du coup, quand je la vois, en fait, dans ma tête, je crois que je bug à un moment, je me dis, non, mais comment c'est possible? En fait, tu as eu une impression de déjà-vu. Ouais. Enfin, non, mais comment c'est possible que je fasse ce rêve-là et que là, ça tombe juste? Après, peut-être que dans les questions, elles étaient orientées. Et dans ma tête, je commençais à comprendre en fait là où on m'emmenait. Peut-être que c'est ça inconsciemment, je sais pas. Est-ce qu'à un moment donné, Kane, avec Jennifer, vous vous êtes senti une responsabilité en tant qu'humain noir à la télévision, sur une chaîne nationale? Oui, non mais c'est vrai. Ouais. Je suis désolé, où vous oui. êtes très peu représenté. Ouais. Je l'ai senti direct. Franchement, je crois le soir du mariage. Je sais pas si j'en ai parlé avec Jennifer tout de suite. J'en avais parlé avec un pote à moi, là, Souma. Donc, il est assis à ma droite quand on mange, là. Il est un Malien. Et je lui ai dit, waouh, là, ils ont fait un mariage de noir, en fait. C'est sans précédent. C'est-à-dire que là, du coup, nous, on va forcément être le porte-étendard. J'ai peur, en fait, d'être mis dans une niche. Je sais pas si j'ai les épaules, en fait, pour ça. Ça m'a mis un peu la pression, quoi. Oui, mais en fait, quand on analyse cette situation, ce qui est étonnant, c'est qu'en fait, on ne devrait même pas le relever comme un sujet. C'est-à-dire que ça devrait être un non-sujet. Il y avait... Des fois, ça revenait, on en parlait, en fait, mais c'est pas pour autant qu'on se disait, bon, allez, fais ça, parce que, voilà, faut représenter les Noirs, ou on va faire ça, machin. Franchement, non, on a vécu le truc sans trop se prendre la tête. Ah, j'avais une vraie question, tiens, aussi. Ouais. Pourquoi au moment, donc vous allez vous unir, vous allez vous marier avec Jennifer, tu lui fais une demande en mariage? J'ai pas compris. Mais en fait, l'indice c'était dans la lettre. Parce que je le dis, ça me pose problème de me marier sans avoir mis le genou à terre. Donc du coup, c'était pour ça. Là, je me suis dit, bon, bah, je vais marquer le coup. En plus, moi, je suis un peu un blagueur, en vrai. Je suis un peu un blagueur. Et je savais que, là, si je dis, ah, il y a un truc qui me pose problème, je fais cette tête-là, elle va commencer à se dire, oh, mais qu'est-ce qu'il me fait, là? C'était une blague. Peut-être de mauvais goût, parce que ça met la pression pour rien, au final. Mais sur le coup, je sais pas, j'étais inspiré, je me dis, vas-y, bah, je fais la blague. Mais en fait, le truc, c'était, ben non, mais je pose le genou à terre. Ouais, tu voulais faire les choses de façon un petit peu plus équilibrée dans cette Ouais. émission où vous vous mariez au premier regard. Et pourtant, il y avait un déséquilibre entre vous deux. Toi, tu étais célibataire depuis 6 mois. Jennifer était célibataire depuis 8 ans. 8 ans, ouais. Bah ouais, c'est pas la même. Avec un enfant. Ouais. Est-ce que ça crée un déséquilibre? Je ne l'ai pas senti, j'ai pas l'impression. Moi, le seul moment où ça m'a posé problème, c'est dans la voiture. Parce Pourquoi? qu'elle me dit, bah, en fait, elle me dit, t'es célibataire depuis quand? Et là, je me dis, waouh, ah, mais on va pas mentir, hein, tant pis. Moi, je suis quelqu'un d'honnête, en vrai. Même si c'est quelque chose qui peut me désavantager, je préfère le dire. T'avais peur de dire 6 mois? Bah, je me disais, franchement, ça pourrait poser problème. Au final, bah, j'ai dit 6 mois.
Il m'a dit, bah, écoute, si t'es raccord avec ça, moi c'est bon. T'avais l'impression de quoi? Que tu passais pour un mec sinon pas trop sérieux? Genre, il est encore amoureux de son ex, comment tu peux te marier au bout de 6 mois bah, et passer à ça. autre chose aussi vite? C'est ça, ouais, elle aurait pu avoir peur en fait de. Ouais, mais il y avait qui avant et bah, vous en êtes tout quoi. Mm. Elle aurait pu avoir peur de ça. Et je sais pas, peut-être ça fait court. C'est un mariage quoi. 6 mois. À quel moment Kane t'apprend que Jennifer, elle de son côté, elle est maman et qu'elle a une jeune fille de 13 ans? Je l'apprends quand il y a mon pote qui fait ouais, t'es au courant que. T'as entendu qu'elle avait une fille? Parce qu'en fait, quand Bon, faut savoir, je déteste les gens qui arrivent dans la place et qui font bonjour de loin. Moi, je déteste. Bon, il faut que je dise bonjour à chaque personne. Du coup, je m'étais dit, voilà, quand j'arrive, je vais faire la bise ou serrer la main à chaque personne qui est là, donc de ses proches. Et du coup, il y a sa mère, à Jennifer. Elle me fait la bise, ouais, je suis la mère. Et après, il y a sa fille, je fais la bise, elle me dit, je suis sa fille. Et du coup, je ne comprends pas si c'est la fille de ma potentielle future femme ou bien la fille de la dame à qui je viens de faire la bise. Oui. Et là, je comprends pas. Je fais, bon, écoute, on verra. Et si, l'indice aussi, c'est qu'il y avait son pote Mathieu derrière, là, qui regarde comme ça. Il dit, ouais, je voulais voir comment il réagissait quand elle a dit, je suis la fille. Donc, je me suis dit, ah, peut-être c'est vraiment sa fille. Donc, c'est à ce moment-là que je l'apprends. La confirmation, c'est quand mon pote il me dit, ah, t'as entendu qu'elle avait une fille? Je dis, ah, donc c'est vraiment sa fille. La lune de miel, quand vous partez en lune de miel, ça se passe bien, on Ouais. est d'accord. Mm. Qu'est-ce que tu apprends sur Jennifer au travers de cette lune de miel? Qu'est-ce que tu découvres? Au travers de la lune de miel, Jennifer, je vois qu'on a quand même les mêmes valeurs. Au niveau de ce qui est du respect, tout ça, il y a des choses qu'on partage et ça rend le dialogue vraiment facile, la communication. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je retiens dans la relation avec Jennifer. Qu'est-ce que vous partagez comme valeur? La famille. La famille, c'est important, le respect mutuel. Ouais, enfin, ça tourne autour de ça, quoi. Respect, famille. Je sens qu'on est pareil à ce niveau-là, quoi. Alors tout se passe bien pendant la lune de miel jusqu'au dernier dîner, ce fameux dîner aux chandelles, un dîner au cours duquel tu souhaites parler à Jennifer et tu lui dis j'ai des choses à te dire, c'est concernant mes craintes et tout, ma problématique en amour, c'est que j'ai du mal à m'attacher, c'est souvent un schéma qui se répète. Déjà, comment t'expliques cette problématique et pourquoi tu ressens le besoin de lui partager alors que tout s'est bien passé? Alors, là, il va y avoir un peu d'exclus. À ce dîner-là, elle n'apprend rien, Jennifer, en fait. Elle n'apprend rien. Le deuxième ou troisième jour, je crois, c'est là qu'on a cette discussion, où je lui explique, je lui dis, voilà, bah, moi, ça m'a bien souvent, voilà, avec les femmes, bah, ça arrive que je ne m'attache pas. J'ai l'impression que ça risque de se répéter. En fait, on en a discuté. Et il faut savoir qu'au tout début, avec Jennifer, je lui ai dit, voilà, on est une équipe. Je ne vais jamais te faire de surprise devant la caméra, te faire de trucs qui va te foutre la honte ou quoi. Donc, si on a cette discussion à table, c'est parce qu'on l'avait eu avant. Je ne sais pas comment elle pourrait réagir. Mais au moins, maintenant, elle sait à quoi s'attendre. Elle peut préparer sa réaction. Mais parce que vous l'avez eu en off, donc, cette discussion. Voilà, on l'a eu en Tu off. lui avais dit que tu allais le dire. Voilà, je lui ai dit que j'allais le dire. On l'a eu peut-être 2 fois en off pendant le séjour. Mais on en a discuté, et puis la discussion, c'était quoi? C'était, ouais, bah écoute Ken, te prends pas la tête. De toute façon, on est venu, on essaye. Ça marche, ça marche pas, tant pis. Voilà. Et moi, je lui ai dit, bah ok, d'accord, bah, tant que personne ne souffre, on continue comme ça. De toute façon, là, j'ai pas fait l'expérience pour partir à la première difficulté. On est tout de même mariés. Donc, ok. Donc, on en a parlé, on avait déjà parlé quelques fois. Après, moi, il y a eu cet appel aussi, l'appel avec l'experte, où je lui explique ça aussi. Parce que du coup, j'essaie de me débarrasser de ce truc-là, quoi. Parce qu'il faut savoir que petit à petit, moi, j'ai la déception qui monte en moi. Pourquoi la déception? Bah, la déception, c'est tout ça. Moi, j'ai vu le sourire de mon père, la fierté dans les yeux de ma grand-mère, tous mes proches, mes potes. Jennifer aussi, qui était heureuse. Et là, je me dis, attends, là, en fait, quand on va rentrer du voyage de noces, je vais dire, c'est fini, en fait, je ne m'attache pas. J'étais déçu de moi-même. J'avais peur de décevoir Jennifer, j'avais peur de décevoir mes proches. Et tu sentais que tu t'attachais pas? Voilà. Du coup, j'ai appelé l'experte à la rescousse, quoi. Ok. Tu poursuis en lui disant, on a vécu un moment de ouf, l'euphorie est montée, on est 24 heures sur 24 l'un avec l'autre, mais je sens que sentimentalement, j'ai du mal à m'attacher. Tu vois, tu le dis. Ouais. Alors, est-ce que c'est parce que c'est trop tôt?
ça peut possiblement te blesser que je te dise ça. Toi, tu es engagé, en tout cas, je crois le sentir, ta façon d'être avec moi. Est-ce que ça signifie que tu sentais qu'elle s'attachait à toi alors que toi, non? Ouais, je le sentais bien. Pour moi, c'était ça, en fait. Je voyais qu'elle, elle développait des sentiments et qu'en fait, à ce moment-là, on n'était pas sur la même longueur d'onde. C'était pas réciproque. Et moi, je me dis quoi, du coup? Je me dis quoi? Je me dis, elle va s'attacher, imagine, elle tombe amoureuse et moi, non. J'attends. On se quitte, je la blesse. Est-ce que je devrais pas arrêter maintenant? En fait, du coup, t'es torturé à ce moment-là. Pardon de te poser la question, Kane, mais l'attachement, parfois, il peut venir aussi avec le rapprochement, avec un échange particulier, avec une intimité. Est-ce que vous avez partagé un moment intime qui fait que elle, non mais oui, qui fait bah oui, je suis désolé, mais on n'a pas tous les mêmes sensibilités. Parfois, quand on partage un moment intime, une étreinte aussi, eh ben ça peut conduire les sentiments un petit peu plus facilement et on peut avoir la surprise d'avoir un homme en face, et ben qui lui n'a pas les mêmes parce qu'il voyait un plaisir là où l'autre voyait une possibilité. Ouais, je comprends la question. Qui ait eu ou pas, si elle veut en parler, elle peut en parler parce qu'elle a sa position de femme. Moi, en tant qu'homme, je peux pas. Mais alors, dans ce cas-là, je vais te poser à toi, en tant qu'homme, une véritable question. Si tu sens que la personne en face de toi, elle s'attache à toi, mais que toi, non, est-ce que tu peux quand même avoir une relation avec cette personne, une relation intime? Je ne parle pas de Jennifer, je parle en général. Oui, en général, ça m'est déjà arrivé. Hein. En général, j'évite parce que je sais qu'après, c'est foutu. En général, j'évite. C'est foutu pourquoi? Je sais qu'après, la fille, elle tombe amoureuse et tout. Comme tu l'as expliqué, en fait. Que, voilà, après, ça fait une explosion de sentiments en elle. Moi, je vais te donner mon propre exemple. Moi, je suis en couple depuis 10 ans, mais ça m'est déjà arrivé de rencontrer quelqu'un par le passé. Ouais. Il se passe quelque chose avec cette personne. Moi, j'y fondais des espoirs et je m'attache encore plus. Je m'étais attaché encore plus à cette personne-là. Et en fait, je découvre après que, voilà, pour la personne, elle ne le voyait pas comme moi. Ouais. C'était un moment de plaisir partagé pour lui, alors que pour moi, je me disais qu'il y avait possibilité que ça aille plus loin. Ouais. Tu vois? Ouais. Non, mais en vrai, c'est possible. Je pourrais le faire, mais je suis totalement conscient de l'impact que ça peut avoir. En général, j'évite. Après, je suis un homme. Il faut voir comment ça se passe aussi, tu vois. Tu poursuis en disant c'est une femme en or, j'ai rien à dire, mais chez elle, niveau sentiment, ça y va fort, je le sens. Les attentions qu'elle a envers moi, d'un côté ça me fait plaisir, mais de l'autre côté ce que je ressens, c'est qu'on a grillé les étapes. Ouais. Grillé les étapes, mais forcément vous participez à Mario au premier regard. Je me rappelle plus de l'épisode, mais en tout cas, peut-être que je me suis mal exprimé. On a grillé les étapes, certes. C'est un fait, on s'est mariés alors qu'on ne se connaissait pas. On a grillé les étapes. Et en fait, ça, je dis, bon, ça, c'est pas grave. C'est fait, c'est fait. Par contre, le cœur, des fois, lui, il peut pas griller les étapes, vu que moi, je sais que pour ma part, je le contrôle pas. Je veux bien griller les étapes, moi, physiquement, faire les choses et tout, me forcer. Mais si mon cœur ne suit pas, je suis peut-être obligé de redescendre un peu le curseur. Et c'était ça, en fait, l'idée, à ce moment-là. Parce que là, on parle du dîner, toujours, le bilan. Ouais, c'était ça, l'idée. C'était de dire, écoute, peut-être que là, ça va trop fort. On réduit un peu le curseur, tu vois. De toute façon, là, on va rentrer, on va être un peu chacun chez soi, un peu plus tranquille. Parce que là, H24 ensemble, peut-être que c'est trop. C'était ça, en fait, l'idée. C'est vraiment voilà. On a grillé les étapes, tranquille, on va réduire un peu le curseur. Et comment ça se passe, justement? Après ce fameux dîner, comment ça se passe après cette nuit de noces, quand vous rentrez dans vos vies, entre guillemets, classiques? Est-ce que vous vous écrivez? Est-ce qu'il n'y a plus de nouvelles? Est-ce que vous vous faites des reproches? Il faut savoir qu'on s'est jamais... En fait, on s'est embrouillé qu'une fois. Et du coup, on y viendra. On s'est embrouillé qu'une fois. Donc à ce moment-là, non, il n'y a pas de reproches, de machin. À chaque fois, c'était vraiment... La relation était apaisée à ce moment-là. Je parlais de descendre le curseur. À mon sens, mais ça n'engage que moi. J'ai pas eu l'occasion de pouvoir baisser le curseur. Je trouvais que j'avais pas ma tranquillité un peu. Mais ça, elle le sait, de toute façon, on en avait parlé. Et peut-être que... ouais, je l'ai pas forcément eu. Mais après, on essayait quand même, hein, on se voyait, caméra, hors caméra, avec la famille, on mangeait, machin. Donc, il n'y a pas eu de prise de tête, de prise de bec ou je sais pas quoi à ce moment-là. C'est en amont du bilan que tu avais annoncé ta volonté de divorcer. Hein. Ouais. Pourquoi? On y vient? Ouais, on y vient.
Du coup, je reviens sur le fait que voilà, je lui avais dit, voilà, avec moi, il n'y aura pas de surprise, je ne vais pas te faire de coups en douce ou de trucs où en fait, bah, tu ne sais plus comment réagir devant la caméra parce que tu t'y attendais pas. À ce moment-là, bah, tu vois, le fameux, si elle s'attache trop et que moi non, bah, finalement, je vais finir par la blesser. Est-ce que c'est pas mieux que j'arrête maintenant? Ouais, mais là, je suis quand même marié, tu vois, c'est pas un goûter d'anniversaire comme elle le dit elle-même. On part pas comme ça. Et en fait, bah, je pense que j'ai un peu paniqué, j'ai voulu prendre les devants. Et du coup, j'ai fait ce que j'avais dit. J'ai dit, bah écoute, viens, on se voit à la maison et tout. Donc, je suis allé chez elle. Et là, je lui ai dit, ouais, bon, je pense que demain, je vais divorcer. Tu vois, ça sert à rien. Je pense pas qu'on puisse en tirer plus de moi. Bon. Comment elle l'a pris? Qu'est-ce qu'elle te répond? Bah, ça m'a fait de la peine, parce qu'à ce moment-là, en fait, elle parle pas. Elle s'y attendait? Bah, je lui ai posé la question. Parce que moi, je sais que j'ai toujours eu le même discours. À ce moment-là, j'avais toujours le même discours. C'était toujours ça vient pas, ça vient pas, ça vient pas. Même que des fois, elle me disait ouais, bon, vas-y, tu vas pas me le répéter tous les jours. J'avoue, c'est vrai. Vas-y, bah, viens, on vit comme si de rien n'était. On en reparlera en temps et en heure. Quand ce sera nécessaire, ou si moi ça commence à me peser, ou bien elle. Et au final, ouais, je lui pose la question. Je lui dis mais t'es surprise là de ma décision? Et elle me dit oui. Et je crois que c'est là qu'on a commencé à partir dans l'incompréhension et la communication a commencé à être coupée. C'est peut-être pour ça que par la suite, tu dis que tu redoutes ce fameux bilan avec les experts, parce que tu sais que c'est ce que tu dis. Ouais. Alors, il y a ça, mais il y a aussi le fait que moi, je rentre chez moi, je vais me coucher. Et en fait, la nuit porte conseil. Et je me dis, mais je suis un ouf ou quoi, moi? C'est un mariage, c'est pas ma petite copine. C'est pas moi, genre, je casse et puis c'est fini. Je dis, si on doit divorcer, c'est qu'on a discuté tous les deux et qu'on en est venu à la même conclusion. Donc si je veux divorcer, je discute avec elle et je l'amène à ma conclusion, mais je pars pas comme ça. Également, je trouve qu'on avait encore des discussions à avoir. Il y avait en fait, après il y aurait plus eu de caméra. Hors caméra, on aurait vu en fait, vraiment genre sans pression après le bilan, comment ça se passe. Il y a aussi le fait que, comme je disais, moi j'ai jamais eu l'occasion de baisser le curseur, d'avoir un peu ma tranquillité, de créer le manque. Bah là c'était l'occasion de le faire en fait. Tout ça. Elle, de son côté, Jennifer, elle se dit blessée, Bah elle ouais. se dit éteinte. Elle dit même une phrase très forte, elle dit « je suis sans âme ». C'est vrai, comme si en fait elle tombait de 1000 étages. Ouais. Tu l'as senti, cette douleur qu'elle avait? Je l'ai senti, je le voyais dans ses yeux. Ça fait jamais plaisir hein, de faire du mal à une femme qu'on porte dans notre cœur quand même malgré tout. Tu avais de l'affection? Oui, ça, à ce moment-là, j'en avais de l'affection. C'est pour ça que je dis attaché. J'étais attaché à elle, mais c'était juste pas des sentiments amoureux. À ce moment-là, c'est la friend zone, comme on dirait. C'est ça, quoi. C'est Estelle Dossin, elle, qui pointe du doigt ton réflexe de prendre la fuite quand une femme t'aime. En tout cas, c'est ce qu'elle dit, face à une femme que tu aimes. Est-ce que c'était une forme, alors attention, hein, c'est pas péjoratif, mais une forme de pression pour te pousser à dire que tu l'aimais, mais que tu prenais la fuite parce que ta problématique était que tu n'arrivais pas à t'attacher? Tu avais l'impression qu'il fallait que ça aille dans ce discours-là? Moi, c'est comme ça que je l'entendais, en fait. C'était, non, mais tu te trompes, tu l'aimes, mais t'as peur, tu t'empêches de... Moi, à ce moment-là, bah non, c'est pas comme ça que je le ressens. Maintenant, je sais pas, hein, peut-être que des fois les gens ils ont des compétences qui font qu'ils arrivent à nous connaître mieux que nous-mêmes on se connaît. Du coup, je vais pas chercher à me battre contre ça, quoi. Et alors que tu avais, avant ce bilan, prévenu que tu comptais divorcer contre toute attente, Ouais. au moment de la question fatidique qui est est-ce que tu souhaites rester marié à Jennifer ou est-ce que tu souhaites divorcer, Kane, contre toute attente, tu réponds que tu souhaites rester marié. J'ai voulu rester. Est-ce que tu as voulu faire un ascenseur émotionnel? Non. Est-ce que c'est pour les images? Est-ce que c'est pour le suspense? Est-ce que c'est pour... Toi, tu dis que c'est pour préserver Jennifer, mais elle ne le vit pas comme ça. Pourquoi? Alors, comme j'étais en train de l'expliquer juste avant, j'avais déjà changé d'avis. La nuit m'avait porté conseil. Qui plus est, dans mon discours, moi, je lui avais dit, voilà, je ferai jamais de truc qui va te taper la honte, ou à toi, à ta famille, ou tout ça. Et en plus, le fait de... Je me suis dit, et en plus, oui, c'est vrai que je l'ai dit, mais je vais pas la quitter devant des millions de téléspectateurs, ça se fait pas. Moi, j'aimerais pas me prendre un râteau comme ça. C'est pas un râteau. Après, c'est ma façon de voir les choses. C'est un mariage. Ouais. Mais je dis pas que j'ai raison. Mais si moi, j'aimerais pas qu'on me le fasse, je peux pas le faire.
C'est-à-dire, toi, pour toi, c'était lui foutre la honte que de dire je veux te divorcer devant tout le monde sur M6. Ouais. Ok. Ouais, carrément. Mais c'est pas pour ça que je suis resté. C'était pas la seule raison. Parce qu'à côté de tout ça, comme je l'ai dit, la nuit m'avait porté conseil. Peut-être qu'on allait prendre un peu de temps tous les deux, en discuter plus tard. De toute façon, ça pouvait pas venir que de moi. Il fallait qu'on en discute. Et pourtant, encore une fois, contre toute attente, tu changes d'avis et tu décides finalement de divorcer. Et Jennifer, elle dit, durant le bilan avec les expertes, il a dit qu'il souhaitait me connaître davantage, mais il ne s'est rien passé de tout ça. Dans le taxi, il m'a avoué qu'en réalité, il a dit oui pour que l'on reste mariés, mais que ce n'était pas ce qu'il pensait et ressentait réellement. Il a préféré dire ça devant les caméras pour me protéger, mais qu'il n'avait pas changé d'avis. Il souhaitait toujours divorcer. Est-ce que tu n'as pas l'impression, avec du recul, que tu jouais en fait avec Jennifer? Peut-être malgré toi. Hein. Bah, oui, non, mais expliquer comme ça, c'est sûr. Et de son point de vue à elle, bah, c'est sûr. Si elle l'a vécu comme ça, c'est sûr. Là, c'est un gars qui joue. Est-ce qu'il faut mentir pour protéger quelqu'un? Je pense des fois, oui, peut-être. En fait, il n'y a rien qui est parfait. Des fois, il faut mentir pour protéger. Des fois, il faut être honnête. Moi, j'ai tendance à plus être honnête que mentir. Après, le taxi, ça s'est pas passé comme ça. Ça s'est passé comment? On n'a pas divorcé dans le taxi. J'ai pas dit je veux divorcer dans le taxi. En fait, le truc, c'est que, voilà, on reste mariés, mais je veux pas donner de faux espoirs non plus. Je voulais être clair sur mes intentions. Mon intention, c'était, ce que j'ai dit en gros, c'est ça que je dis dans le taxi. Ce que je t'ai dit la veille, c'était vrai, mais c'est pas comme ça qu'il faut que ça se fasse. Et on a encore des choses à expérimenter avant d'en venir à une conclusion, s'il doit y en avoir une. Donc voilà, en gros, t'emballes pas trop, parce que je le sentais en fait. Et puis j'avais l'impression qu'on lui dit ouais, Ken il t'aime, mais il a peur. Bah, elle entend juste Ken il t'aime. Donc en fait, elle se dit ah ouais, non, c'est bon. En fait, je voulais juste pas donner de faux espoirs. Mais comme ça lui a refait un coup de froid, bah, elle a entendu ouais, je veux divorcer. Je dis, non, mais attends, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais en même temps, et je te juge pas parce que moi, j'étais pas là pendant votre tournage, ni dans votre vie intime, tu lui fais des chauds froids. Un coup t'es chaud, un coup t'es froid, un coup t'es chaud, un coup t'es froid. Ça doit être dur pour elle, tu vois, de se situer là-dedans. Ouais. Bah après oui, peut-être l'attitude, peut-être l'attitude est défaillante, mais les mots restent les mêmes, mes paroles. Et elle dit d'ailleurs par la suite, d'un coup il m'a lâché, la veille du bilan il divorce, au bilan il ne divorce plus, dans la voiture il divorce, j'ai pété un plomb, je me suis littéralement énervé, je ne savais jamais sur quel pied danser. Ouais. Est-ce que c'est là justement où vous avez eu votre première dispute? Ouais. Elle dit qu'elle a pété un plomb. Ouais, première dispute. Première dispute, ouais. Grosse dispute parce que ça a duré plus d'un mois. Un mois? Un mois où on se parlait pas, ouais. Tu lui as envoyé des messages? Non, parce qu'en vrai, la vérité, à ce moment-là, j'ai compris que c'est bon, faut arrêter. Là, elle est attachée. Si je reste dans les parages, elle n'arrivera pas à passer à autre chose. Parce qu'elle dit que tu lui as pas donné d'explication. Je te dis la citation exacte, Oui. hein. Comme ça au moins j'interprète pas. Elle dit à un moment donné, je suis un être humain, je suis patiente, je prends sur moi pour lui laisser le temps de faire une introspection, d'être honnête. Et au final, il me fait ça. Il m'a dit que c'était pour me protéger. Je n'ai pas besoin d'être protégée en réalité. C'était super compliqué après. Surtout que je n'avais pas d'explication, mais aucune raison. Il fallait décider, alors il ne voulait plus. Elle dit qu'elle n'a aucune explication, aucune raison. Ouais, c'est pour ça, là, l'explication, enfin, ça suffit déjà si la personne n'a pas de sentiment. Tu vas pas te forcer. Ça tourne autour de ça à chaque fois nos discussions. Il n'y a pas besoin de plus d'explications. En fait, elle cherchait une explication parce qu'elle me disait tout le temps qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce qui te plaît pas? Mais moi, je viens pas pour te faire des reproches et qu'après tu perdes confiance en toi, que tu te remettes en question. C'est pas ça. Je viens, ça me plaît, je reste, ça me plaît pas, je pars. Et là, en l'occurrence, c'était juste une histoire de sentiments. Les sentiments n'étaient pas là de ton côté. Ils n'étaient pas là. Je vais pas me forcer. Je dis si tu veux, je le fais. Ok. Je reste là, je me force. Mais voilà ce que tu auras de moi, quoi. Et tu vas en souffrir après. On se voit jamais, on fait jamais ci, on va machin. Tu viens jamais vers moi, tu me fais pas de câlin. Ouais, mais si le gars il a pas de sentiments et du coup il veut pas. C'est ça le truc. Avec du recul, Kane, si tu avais aujourd'hui une baguette magique Oui. qui te donnait le pouvoir de revenir sur une situation, Ouais. de changer le cours des choses sur une situation, ce serait laquelle? Il y a un truc que je referais. C'est la veille du bilan. J'y vais pas. J'y vais pas pour lui dire que je veux divorcer et tout. Je réfléchis bien. Et
Comme ça, au bilan, je reste avec elle. Parce que comme ça, j'ai pas à me réexpliquer dans le taxi, pas d'embrouille. Et si jamais vraiment on devait se séparer, ça serait venu après, mais on en aurait parlé. Et ça se serait passé en douceur. Parce que là, en fait, mais je le savais, c'est pour ça que je dis, j'aime. Bon. J'ai vu la réflexion sur Twitter. Est-ce que t'as pas Ah l'impression... non, j'écoute pas les trucs de Twitter, Ah je non, regarde mais- pas. Est-ce que t'as pas l'impression, Kane, d'alimenter le cliché du pompier instable en amour? Tu le connais, ce cliché? Ouais, mais je déteste qu'on dénigre le corps des sapeurs-pompiers. Ah, c'est dénigrant pour toi? Ouais. Pourquoi c'est On peut dénigrant? pas ramener les pompiers, c'est pas ça. Les pompiers, c'est des personnes qui mettent leur vie au service de la population, ils perdent leur vie, tout ça. On peut pas faire ça. Franchement, je déteste. Mais c'est drôle, j'avoue. Mais non, ça, je déteste. Tu comprends? Tu vois pourquoi? Je peux comprendre, Ouais. bien sûr. Moi, c'est mon corps de métier. Moi, je suis quelqu'un de loyal en plus, donc je peux pas accepter. On va parler de ton métier dans quelques instants. Comment ça se passe aujourd'hui avec Jennifer? Il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts. Ouais. La diffusion est terminée. Le tournage, ça fait plusieurs mois maintenant. Mm. Comment ça se passe entre vous? Bah, ça se passe bien. On s'entend super bien. Mais vous êtes toujours liés? Vous êtes toujours ensemble? Ouais, ça, je peux pas répondre pour l'instant. Est-ce que tu lui as refait un nouveau show? T'as encore changé d'avis et t'es revenu vers elle en lui disant bah, finalement j'ai envie d'essayer quelque chose avec toi? Je vais pas spoiler la situation actuelle, mais oui, il s'est passé des choses après. Mais il n'y a plus de spoil, vu qu'il n'y a plus Marie au premier regard. Ah, mais je le spoil de notre vie. Ah, le spoil de votre vie. La JLC, Jennifer et Ken Family. Et donc Non, alors, non. sans spoiler, tu dirais quoi vous concernant? Alors, on m'avait prévenu. Le fait de vous voir à la télé, la diffusion, ça rapproche, ça crée des choses. Oui. Du coup, je le savais. Et c'est ce qui s'est passé, en fait. C'est ce qui s'est passé parce que du coup, finalement, on a fini par se remettre à se reparler. Le premier épisode, on l'a regardé ensemble chez moi. Il y avait sa mère aussi. Puis, bah, du coup, je vais parler pour moi. Moi, dans ma tête, je me suis dit, bon, il n'y a plus de caméra. C'est parti. Essaye, teste, on verra. Ah bah voilà. Ok, donc il a fallu qu'il n'y ait plus de caméra. Peut-être que ça t'a enlevé une certaine forme de pression Je aussi. pense, ouais. Bah Je oui. pense. Et donc tu t'es dit, allez, réessayons ensemble. Tu l'aimes? Non, mais après, je peux pas parler de... Je suis désolé, je vais pas en parler- je vais pas en dire plus sur le sujet. Il faut savoir que Jennifer, peu importe la situation qu'on a aujourd'hui, hein, mais je respecte son choix, qui est de... voilà, les gens ont eu ce qu'ils voulaient à la télé, ils sont beaucoup rentrés dans notre intimité. C'est dur, hein, des fois, quand tu as des potes qui rentrent dans tes histoires de couple, ça sème la zizanie, tu vois. Bien sûr, à la différence que c'est vous qui l'avez voulu. Ouais, mais là, c'est carrément des gens que tu connais même pas, qui t'envoient des messages, qui te donnent leur avis. J'entends. Ouais. Moi, franchement, ça va, je le vis bien. J'ai pris conscience que, bon, bah, t'es passé à la télé, tu dois. Il n'y a pas de souci. Mais elle, c'est pas sa façon de voir les choses. Et je le respecte. Donc, du coup, je peux pas parler en son nom, je peux pas parler de notre situation sans m'être concerté avec elle. Bien sûr. Mais Ça là, viendra. ma question ne concernait pas Jennifer, mais concernait tes sentiments à toi. Si je l'aime, Ouais. Moi, je suis capable de te dire si j'aime mon mec. du coup. Du coup, je l'aime. Bah oui, bah, 10 ans. C'est 10 ans, non? Ouais, je l'aime toujours 10 ans après. Ouais, j'imagine. Et toi, après cette diffusion, est-ce que tu ressens de l'amour pour Jennifer? Je te parle de toi. Non, je pense pas être amoureux, non. Je suis pas amoureux. Mais c'est la Villa des cœurs brisés qu'il faut faire. Je sais pas. Je connais pas. C'est toi qui l'as cité, ta problématique, pendant l'émission, pendant Marie au premier regard. Tu dis, moi, ma problématique en amour, c'est que j'ai du mal à m'attacher. Ouais. Mais ça, ouais, je pense que c'est à force d'en parler et qu'on me dise problématique, du coup j'ai ressorti problématique. Parce que pour moi, j'ai pas de problème d'attachement. Pour moi, ce sont les personnes qui s'attachent au premier venu qui ont un problème. Mais ça, c'est ma façon de voir les choses. J'ai pas l'impression d'avoir tant de problèmes que ça, quoi. Ton ex, elle s'était rapidement attachée à toi? Amandine? Oui. Ouais. Oui, rapidement. Elle m'avait expliqué, je l'avais reçue en interview pendant la diffusion de Marié au premier regard. Tu l'avais vu? Ah bon? Ah bon? Ah oui, bah oui, j'ai vu. Non, je t'avais même contacté. Hein. Je t'avais même contacté parce qu'on contacte
toujours les tierces personnes, les protagonistes, justement, pour avoir leur version de l'histoire, mais tu ne m'avais pas répondu. Mais peut-être que c'était parce que tu étais en diffusion. Ouais, c'est pour ça, désolé. Je peux le comprendre. Nous, on est nouveaux dans ce milieu-là, donc on demande conseil, on nous dit de pas répondre. Après, à ce moment-là, il n'y avait pas encore eu l'interview, et bon... Pour moi, j'étais serein, parce que je me dis, dans ma vie, j'ai jamais fait de trucs de ouf. Pas de trucs dont je suis pas fier. Après, c'est vrai que si tu prends la vérité et que tu commences à la maquiller, ça fait des histoires, mais bon. Encore, je trouve pas que ce soit quelque chose de bien fou. Aujourd'hui, là, avec ce sujet-là, tu fais valoir quelque part ton droit de réponse. On va donc commencer avec un premier extrait de cette interview avec Amandine, dans lequel elle parle de sa première grossesse. Regarde. Je lui annonce que je suis enceinte. Il fait ça en me disant je vais en boîte avec mes potes. Juste pour un peu mettre le contexte en fait, de la personne que c'est, tu vois. C'est quelqu'un qui aime la nuit, qui aime la sortie, qui aime sortir, tu vois. Et je lui dis, moi, ce jour-là, je pète un plomb. Je lui dis, mais attends, je t'annonce que je suis enceinte. Viens, on va au resto ensemble, viens, on va boire un verre, viens, je sais pas, on fait un truc tous les deux. Je sais pas, quand c'est quelque chose qu'on a voulu tous les deux. Est-ce que c'était une volonté d'avoir cet enfant avec Amandine? La première ou le deuxième? La première, là on est sur la première. Non, alors du coup, moi je reviens là-dessus. C'était pas du tout ma volonté. On était ensemble. À un moment donné, oui, on en avait parlé, on avait pour projet de le faire, mais on s'est séparés pendant 1 mois. 1 mois de séparation. On s'est jamais vu pendant ce mois-là. Une fois, du coup. On s'est pas vu pendant ce mois-là. Et en plus, c'est là où j'ai découvert que, c'est peut-être ça mon problème dans la vie. Pas elle, hein, le couple. Le problème, c'est pas elle, en fait. C'est juste l'association des deux, ça le fait pas. Le couple, moi, c'était mon problème. Franchement, j'étais pas heureux. Et je l'ai senti pendant ce mois-là. Donc, du coup, j'ai esquivé. Et un jour, du coup, on s'est croisés. Je pense qu'elle a fait en sorte qu'on se croise. J'ai craqué. Une fois. Et le lendemain, j'ai réfléchi, je me suis dit, non, je me remets pas là-dedans, c'est mort, je veux pas. Je voulais pas. Je crois qu'une semaine passe. Puis elle forçait à revenir. Ouais, mais t'es sûr? Attends, machin, mais réfléchis. Je disais, je peux pas. Franchement, je sentais que je savais que c'était pas ce qu'il me fallait. Jusqu'au jour où je reçois un appel. Allô? Alors, du coup, ça c'est la deuxième grossesse, c'est pas la première. Parce que la première, du coup, on n'est pas du tout ensemble. Elle m'appelle, elle me dit, voilà, je suis enceinte, j'avorterai pas, je le garde, donc tu vas faire ton test pour ta maladie, parce que moi, j'ai besoin de savoir si mon enfant est malade. Ça fait 30 ans que je vis avec ce truc-là, que je ne veux pas faire le test. Je me disais, peut-être si un jour j'ai un enfant, il faudra peut-être que je le fasse, parce que je n'ai pas envie de le refiler. Mais moi, je ne veux pas faire le test. Et là, je ne veux pas d'enfant avec elle. Du coup, je dis, quoi que tu fasses, je te suis, je ne vais pas te laisser tomber. Donc, du coup, je me suis remis avec elle, parce que je ne veux pas laisser un enfant sans père. Et du coup, j'ai dû faire le test. On va regarder un deuxième extrait vidéo dans lequel elle parle de sa fausse couche. Ouais, mais je peux revenir avant sur le... Bien sûr, Kane. Du coup, ça, c'est la deuxième grossesse où elle dit, voilà, je suis enceinte, je pars en boîte. Non. Elle attend qu'on s'embrouille. Pourquoi on s'embrouille d'ailleurs? Parce que je dis, je vais boire un coup avec des potes. Il faut savoir que j'avais jamais le droit. Si je sortais une fois toutes les 2 semaines, même une fois par semaine, c'était, ouais, tu sors tous les jours et tout. Je suis pas allé en boîte. Je vais boire un coup avec des potes. Et en fait, elle attend on s'embrouille et elle attend que je sois dans la voiture pour me dire, ouais, au fait, je suis enceinte. Ouais, laisse-moi y aller, je rentrerai, puis on en parlera. Quoi. Ouais, non, machin, t'as vu ce que tu me fais? C'est trop facile, quoi. On va regarder un deuxième extrait dans lequel elle parle d'une fausse couche qu'elle a faite. Regarde. Moi, je fais ma fausse couche, déjà. Donc, Entre-temps. Entre-temps, ouais. Comment tu le vis? Hyper mal. Ouais, vraiment hyper mal. Période de dépression totale. Au bout de combien de temps tu fais cette fausse couche? Presque 3 mois. Ah ouais, donc tu pensais que tu allais arriver jusqu'au terme, entre guillemets, pour pouvoir l'annoncer? Voilà, mais le pire, c'est que je l'ai annoncé, en fait. Moi, je l'ai annoncé, je l'annonce même à mon fils. Je l'annonce à mes parents, je l'annonce à mes... En fait, je suis tellement heureuse de cette nouvelle que je l'annonce vraiment à tout le monde, et lui aussi. Tout le monde est au courant, sa famille, tout le monde le sait. Et donc, un jour, on se dispute. Je sens comme un espèce de coup d'électricité dans mon corps. Et je sais pas, je sens qu'il y a quelque chose qui va pas, tu vois. Et je vais au travail. Au travail, je me dis, je sais qu'il y a quelque chose qui va pas. J'avais pas de douleur ou quoi, hein, mais je sentais que quelque chose n'allait pas. Je suis partie à l'hôpital. Ils me font une écho et ils me disent qu'il n'y a plus de cœur. Aïe. Voilà, donc je suis toute seule à l'hôpital. Enfin bref, là,
Je me sens vraiment trop mal, je rentre, je me mets en... Là, il y a tous tes espoirs qui s'effondrent. Ah oui, oui. Puis même, je me dis peut-être qu'il s'est remis avec moi parce que je suis enceinte, tu vois. Et peut-être que là, du coup, je suis plus enceinte, il va peut-être me quitter. À ce moment-là, je me dis ça, tu vois. Donc, tu as peur de le perdre. Ouais, j'ai peur de le perdre à ce moment-là. Ça me traverse l'esprit quand même. J'aurais dû partir. Moi, je suis resté au final. Je suis resté au final parce que je me suis dit, malgré tout, je l'aime. Ce qu'on a vécu, c'est dur. Elle a perdu notre enfant, elle va pas me perdre moi, la pauvre. Ça va la détruire. Je vais rester avec elle. Tu l'as fait par dépit? Je l'aimais, donc de toute façon, c'est facile. Quand tu aimes quelqu'un, même de prendre les mauvaises décisions, mais si tu l'aimes, la personne, c'est facile. Donc, c'était pas par dépit? Je dirais pas que c'est par dépit, non. C'était pas pour ne pas lui faire mal? Je voulais pas lui faire du mal. Franchement, en fait, si je raisonnais, je la quittais. Je voulais la quitter. J'étais amoureux, mais si je raisonnais, je la quittais. Mais en fait, je me disais, je peux pas lui faire ça. Je peux pas lui faire ça. Et en plus, franchement, on voit toute l'ingratitude, quoi. J'étais toute seule à l'hôpital. J'étais en tenue de pompier. J'ai quitté mon job pour aller là-bas. J'étais avec elle. Et là, en fait, elle a pu, quoi. Toute seule à l'hôpital, machin. Mais c'est même pas vrai. Parce qu'Amandine, elle explique que par la suite, donc après cette première fausse couche, vous avez retenté d'avoir un enfant. Vous avez essayé d'avoir un enfant. Je te propose de regarder. Enfin, faut savoir que Ken, il est... Petite anecdote, pas très glamour, mais au moment où j'ovule, j'ai la gastro. Je suis malade comme pas possible, je vomis. Il vient me chercher au travail. Et je lui dis, en plus, comme par hasard, j'ovule, quoi. Il me dit, non, mais c'est pas possible. C'est aujourd'hui. C'est pas grave, tu vois. Donc, pour te dire à quel point il le voulait, ce bébé. On le voulait vraiment, quoi. On a eu des rapports alors que j'étais au bout de ma vie, que j'étais malade, tu vois. Donc pendant ta gastro? Ouais. Ah, t'as pas dû prendre beaucoup de plaisir? Pas beaucoup, non. C'était vraiment... C'était vraiment, voilà, c'était l'objectif, c'était que je tombe enceinte, quoi. Elle le dit, donc l'objectif c'était que je tombe enceinte. Sous-entendu, regarde, même malgré un état de maladie, malgré une gastro, on l'a fait non pas pour le plaisir, mais pour avoir un enfant. Sous-entendu, Kane voulait cet enfant. Alors, ouais, après la première fausse couche, je me disais, mais c'est quoi ma vie maintenant? Moi, je m'étais projeté, en fait. Je voulais être papa. Donc là, en fait, c'est vrai que je le voulais, je m'en foutais. Je me disais, même si c'est avec la mauvaise personne, je m'en fous, je veux être papa maintenant. Et en fait, j'étais obsédé par ça. Mais franchement, c'est pas mature de dire ça comme elle l'a dit, en fait. Parce qu'en fait, ça sous-entend que c'est du en fait. Que c'est du quoi? Parce qu'en fait, elle sous-entend qu'elle n'est pas consentante. Ah, moi, je l'ai pas compris comme ça. Moi, je le prends comme ça. Je me dis, comment elle peut me dire ça? Toi, tu le prends comme ça? Franchement, ouais, je le prends comme ça. Ah, moi, je te dis comment je le vois. Je le vois comme une femme qui explique que, justement, malgré la gastro, elle était en train d'ovuler, donc il fallait avoir l'acte sexuel pour pouvoir avoir cet enfant, parce que l'objectif du couple était d'avoir cet enfant. Je le prends pas comme, genre, elle n'est pas consentante. Toi, tu l'as pris comme ça? Ouais, je l'ai pris comme ça. Je me suis dit, ouais, bon, super. Mais d'autres l'ont pris comme ça? Ou il n'y a que toi? On m'en a pas parlé. Il n'y a que moi. Mais moi, quand j'ai vu ça à la télé, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'elle raconte, quoi? Bon, ok. Ok. Par la suite, elle parle d'une deuxième fausse couche. Je te propose de regarder et de réagir. Allons. Et je rentre dans la chambre et je lui dis, bah voilà, tu vas pouvoir te débarrasser de moi, je suis en train de faire une fausse couche. Et je te mens pas, Sam. En fait, cette vision, je ne l'oublierai jamais. Il est sur le lit de l'hôtel, sur son téléphone, en train de scroller YouTube. Il me regarde comme ça et il me fait, ok. Et il continue à scroller comme ça. Moi, je me dis, c'est pas possible, enfin... Ça te fait rien, quoi, tu vois. Et j'ai passé ma nuit aux toilettes à faire des allers-retours entre le lit et la salle de bain, quoi, à me vider de mon sang. Il ne m'a pas dit un mot. Il ne m'a pas fait un câlin. Il m'a rien de rien. Je réagis. Est-ce que tu l'as vécu comme ça? Est-ce que ce qu'elle dit, ça s'est passé comme ça? Est-ce que toi, à ton niveau, tu l'as vécu de cette façon-là? Non, je ne l'ai pas vécu comme ça. Après, je comprends. Parce qu'elle a toujours été comme ça. En mode... Moi, je suis persuadé qu'elle y croit, en fait, à sa version. Ouais, parce qu'elle a toujours été comme ça. Ouais, faut savoir qu'on s'embrouille, déjà. On rentre à l'hôtel, au milieu de nulle part. Du coup, il n'y a pas de réseau. On rentre à l'hôtel, une chambre, des toilettes. Sauf que moi, je rentre dans la chambre avant elle. Elle arrive après moi. Voilà, tu vas pouvoir te débarrasser de moi. Regarde, à cause de toi, je fais une fausse couche. La première fois, c'était pareil, c'était à cause de moi. Donc, en fait, moi, du coup, je dois vivre avec ça. Des fausses couches, j'ai tué mes enfants. Elle va dans les toilettes.
Ça prend le temps que ça prend. Et quand elle sort, du coup, je lui dis, ça va? Tu veux qu'on aille à la pharmacie? Tu veux que j'aille chercher quelque chose? Tu as besoin d'un truc? Non, c'est bon. Il faut savoir qu'elle est tombée enceinte le 4 mars. La fausse couche, c'était le 10. Elle me dit, ouais, non, mais c'est comme des règles, ça va partir. Et puis voilà, il n'y a pas besoin, t'inquiète. Et au final, même le lendemain, on se dit, bon, bah, c'est pas grave, c'est que c'était pas la bonne. On va recommencer, t'en fais pas, machin. Voilà, bah, on rigolait sur le fait que bon, bah, maintenant on est en vacances, bon, on pourra boire une bière, voilà, c'est pas grave. Donc c'est pas du tout comme ça que je l'ai vécu, quoi. Pourquoi tu viens de dire, Kane, à l'instant, elle faisait une fausse couche, je le vivais comme si j'avais tué mes enfants? Bah, parce qu'en fait, elle a verbalisé la première fois, la deuxième pareil, que c'est de ma faute. Vu qu'on s'embrouillait, je la traite mal, elle fait des fausses couches, c'est de ma faute. Et moi, je dois vivre avec ça. Et ça, tu le vivais comment? Et je l'ai mal vécu. Je suis pas bien. Moi, j'ai plein de collègues à moi, du coup, dans la même année, qui ont eu des enfants et tout. En fait, j'ai mal vécu juste la fausse couche. La culpabilité, en soi, c'est quand elle me le dit que je le prends mal. Je sais très bien que c'est pas le cas. Preuve en est. Moi, je me dis, attends, il y a des gens, ils vivent au milieu des bombes et tout, ils font pas de fausses couches. Ça peut pas être ça. Moi, je lui disais... Ça peut être, c'est émotionnel hein, aussi, la fausse couche. Hein. Je sais pas. Moi, j'ai aucune connaissance médicale à ce niveau-là. C'est juste que... Ça peut être physiologique ou émotionnel. Ouais. Dans ce que je pensais, je me disais, mais non, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Et du coup, je lui disais, viens, on va quand même voir un gynéco. Il y a peut-être un truc. Et comme ça, après, on est tranquille. Non, 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 t'as qu'à bien me traiter, c'est parce que c'est de ta faute et tout, machin, tu me traites mal. Je dis, bon, qu'est-ce que tu veux? Au final, d'ailleurs, c'est pour ça. Pourquoi on reste ensemble? Ça marche pas, elle veut pas aller voir le gynéco, bon, on arrête. Mais vous avez été en contact pendant combien de temps après cette deuxième fausse couche? Bah, la deuxième fausse couche, on est resté ensemble. Je crois qu'on s'est séparés un mois après. Enfin, pour la dernière fois, parce que en rentrant d'Islande, on se sépare, on se remet ensemble, on se resépare. À chaque fois, en fait, elle revenait, elle me disait, là, c'est bon, je te jure, j'ai compris, c'est bon, je vais plus faire. En fait, moi, ce qui me saoulait à la fin, c'était les crises. Ça partait trop loin, en fait. On peut se disputer, y a pas de souci, mais de là à crier, à faire, c'était trop, en fait. Et c'est combien de temps après votre rupture que tu participes à Mariée au premier regard? Parce qu'elle le verbalise dans l'interview, tu as dû le voir, elle se sent trahie par cette participation à Mariée au premier regard. Que je me marie? Oui, que tu participes à cette émission dans laquelle tu dois te marier, oui. Ouais. Ou que je commence les démarches pour faire le casting. Je crois qu'il y a un mélange des deux. Hein. Bah oui. Bah, faut savoir que, on se sépare, on se remet ensemble. Donc le 15 avril, on se sépare. Parce que du coup, c'était l'anniversaire de mes potes. Le 15 avril, on se sépare. Et le 23, c'est là où je réponds au message que j'avais reçu le 26 février. Le 23 avril. Ça, tu comprends qu'elle t'en ait voulu? Sous-entendu, on vient de se séparer et en fait, mon mec, avec qui ça vient de se finir depuis une semaine, il envoie un message à Mariée au premier regard. Ouais, oui, mais ça, on en a parlé. Ça, on en a parlé en mai, en juin, tout l'été. Il faut savoir que, malgré tout, on s'est embrouillé, ça a été tumultueux, mais au final, on était en bons termes. Le soir de la diffusion, on était en bons termes, elle et moi. Donc, ouais, le 23 avril, je réponds au message, parce que du coup, mes potes, je leur montre et je leur dis, bah, regardez, j'avais reçu ça en plus. Ils me disent, test. Je dis, voilà, c'est mort. 2 mois après, le casting est fini. En effet, le casting était quasiment fini, mais j'ai réussi à rentrer dans le truc. Et puis, bah, comme on est un peu, en fait, fin de rupture comme ça, on prend un peu les décisions à l'arrache, quoi. C'est ça que je faisais. Alors moi, elle m'expliquait, Jennifer, dans cette interview, que juste après ton mariage avec Jennifer, tu lui aurais passé un coup de fil et je te propose de regarder et d'y répondre. Ouais. Voilà. Donc 2 semaines après son mariage, il me rappelle. Il te dit quoi? En fait, je suis au travail, il m'envoie un message et il me dit est-ce que je peux t'appeler? Est-ce que je peux te parler? Mon cœur, il s'arrête. Je vais te mentir, je me dis qu'est-ce qui se passe, tu vois? On se parlait, on n'avait plus de contact. Donc là, il s'était marié, on est d'accord? Il s'était marié, ça fait depuis 2 semaines? 2-3 semaines, ouais. Voilà. Et à Jennifer? À Jennifer, ouais. La pauvre. Et du coup, je lui dis oui, vas-y. Donc on s'appelle, on reste 3 heures au téléphone. Pendant 3 heures. 3 heures. Tu t'imagines bien que... Tu rappelles ton ex, 2 semaines après t'être mariée, déjà c'est bizarre en fait. Pour me parler donc de nous. On a parlé essentiellement de nous, de notre relation, tu vois. Et tu lui aurais dit je t'aime, c'est ça? Ouais, c'est ce qu'elle dit, ça. Et tu sais, les 4 derniers mois de notre relation,
je lui disais plus je t'aime. Parce que je me voyais pas lui dire en fait. Je savais, je le ressentais, mais je me voyais pas lui dire. 1 an après, je vais lui dire je t'aime. C'est insensé. Et en fait, je me dis, comment tu peux dire des choses pareilles si tu sais que je vais regarder l'écran? Mais est-ce que... Pourquoi tu as ressenti le besoin de l'appeler après ton mariage? Alors, oui, moi je l'ai pas appelé pour ça en fait. Je l'ai appelé parce que comme elle dit, c'est la meilleure, enfin c'est l'amie de la copine de mon frère. En gros, il y avait des discordes dans la famille. Voilà, notamment avec, je sais plus, je crois que c'était avec ma cousine, un truc comme ça. En fait, moi je l'ai appelé pour ça, tout en sachant que on était en bons termes. Moi je l'ai appelé pour ça. Mais au passage, je lui ai dit, écoute, oui, le mariage est passé. C'était même pas 2-3 semaines. Après, la temporalité, je ne peux pas trop dire, mais c'était bien après. Je lui ai dit, voilà, au passage, le mariage est passé. Tout ce qu'on a pu se dire, on a été méchants l'un envers l'autre. Je m'en excuse. Je suis apaisé, je vais bien, j'ai aucune rancœur envers toi, j'ai aucune haine. J'espère que pour toi, voilà, la pilule est passée, notamment du mariage. Tu préparais la diffusion. Ah mais elle le savait tout ça, elle le savait. Non, je préparais même pas. Je suis comme ça. Je suis comme ça. Pour moi, en fait, j'étais apaisé. En fait, il n'y a pas de lieu d'être méchant l'un avec l'autre. On s'est aimé, on a partagé des choses. Moi, je pensais pas que la diffusion, ça allait lui faire ça. Et je pense que si j'avais répondu à ses messages, ça lui aurait pas fait ça, la diffusion. Parce que le jour de la diffusion, elle m'envoie un message. Le truc, c'est que j'étais avec Jennifer. Comme j'ai dit, on recommence à se fréquenter et tout. Et je me vois pas, en fait, lui répondre à ses messages. Et ça, elle l'a mal pris. Donc elle a commencé à mettre des commentaires partout sur Facebook, notamment t'envoyer un mail ou un message. Et quand j'en ai parlé avec elle, moi, même des amis en commun et tout, elle a supprimé ses commentaires, mais le mail, elle ne peut pas le supprimer. Vous êtes encore marié avec Jennifer aujourd'hui? Non. Elle n'est plus mariée. Ah, donc vous avez divorcé. Ok. Je crois que c'est pendant 1 an, il me semble que la production, elle s'occupe justement de vous mettre à disposition des avocats et même de financer les papiers. Ouais. C'est ça? 1 an après la diffusion. 1 an après la diffusion? Il me semble, ouais. Je ok. Je sais pas trop. Donc grosso modo 2 ans, quoi, entre le tournage et la diffusion. Et ça, c'est un choix que vous avez fait d'un commun accord? Oui, cette fois, oui. Cette fois, oui. C'était important à faire ce choix? Il fallait faire ce choix? Pour moi, c'était pas... Ça urgeait pas, quoi. Pour ça, j'ai dit, écoute, on verra à la fin de la diffusion. Je sais pas de son côté. Peut-être qu'elle se disait que, en enlevant cette pression, on serait plus naturel l'un envers l'autre après coup. Mais je sais pas. Donc là, officiellement, tu es célibataire, tu n'es plus marié? Divorcé, en tout cas. Enfin, divorcé. Ouais. Ah oui, parce que célibataire... Bon, on sait pas. On ne sait pas, tu nous gardes le mystère. Voilà. Peut-être que je suis retourné avec Jennifer, peut-être que je suis allé avec quelqu'un d'autre. Vous faites un tournage bientôt? Ah, quoi? Vous faites un tournage, je sais pas, il y a eu des rumeurs, peut-être des apprentis aventuriers, et c'est pour ça que vous devez garder le mystère? Non, les rumeurs... Je crois que c'est elle qui a parlé de ça en story. Mais non, personne ne nous a contactés. En tout cas, moi, pour ma part, on ne m'a pas contacté. Ah bon? Personne? Personne. En tout cas... Moi, qui voudrait d'un gars qui se comporte comme ça avec les femmes? Ou une production de télé-réalité? Ah ouais? Oui. Ok. Vraiment. En tout cas, on peut te contacter sur tes réseaux sociaux, Kane. Exactement. Ben oui, parce que ton compte Instagram, c'est Kane-MAPR9. Ton compte TikTok, c'est Kane-MAPR9. Est-ce qu'il y a d'autres réseaux? Non, je sais ça. Essentiellement Instagram et TikTok? Ouais. Ça y est, tu t'y fais un petit peu depuis la diff? Instagram, j'utilisais déjà. C'est TikTok. TikTok que je découvre. Après, il y a des trucs que je ferais pas. Moi, danser, tout ça, même si ça paye, je le ferai pas. T'es une star maintenant chez les pompiers? Non, pas une star. Une starlette, un guignol. Non, pourquoi un guignol? Non, je rigole. Non, pas une star. Après, les collègues me connaissent, donc c'est marrant. C'est marrant. Ça doit les divertir. Merci Kane pour cette interview. Merci à vous de nous avoir regardés. On se retrouve très bientôt avec une nouvelle personnalité, toujours des confidences en toute intimité. Vous prenez soin de vous. Et attendez! Ah non, attends, stop! Arrêtez tout. Si vous avez regardé cette interview du début à la fin, mais vraiment du début à la fin, ferme les yeux. Moi? Tu peux aussi. Ferme les yeux. Fais un vœu. Fais un vœu, pense-y bien fort. Fais-le vibrer.
Je te souhaite qu'il se réalise. Ah, merci. Voilà. Allez, prenez soin de vous. Ciao.